Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai un rôle un peu ingrat parce que je trouvais que j'étais satellisée et pas tout à fait dans un écosystème traditionnel cosmétique ou pharma. Donc j'espère que vous comprendrez néanmoins ou aurez un intérêt minimum pour ce qu'on va vous présenter. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sujet qui est issu de la pratique. Je crois que Sophie Drenal on a présenté les tendances hier, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que vous appelez communément la nutri-food, la cosméto-food, et encore d'autres appellations. Nutri-cosmétique, voilà. Autant d'appellations qui résultent du langage commercial, journalistique, public, mais qui n'ont pas de définition juridique. Donc aujourd'hui, mon envie, c'était d'attirer votre attention et de vous donner quelques réflexes pour savoir dans quelle case, dans quelle catégorie cette nutri-cosmétique se rangeait et quels étaient du coup les pièges à éviter. Alors très rapidement, un agenda, une introduction, une qualification juridique, puisque en bonne juriste, il faut bien que je vous donne une définition avant de vous donner un régime juridique. La promotion, c'est-à-dire comment les mettre en avant, comment les promouvoir, comment en faire la publicité. Et ben, toujours le gendarme, combien ça coûte si on ne respecte pas le reste de ma présentation. Alors, comme je viens de vous le dire rapidement, cosméto-food ou nutri-cosmétique, concept inspiré par la pratique. Je vous renvoie à une autre notion aussi dont on a beaucoup parlé il y a une quinzaine d'années, les alicaments, ça doit vous parler, qui sont en fait des aliments. Ça peut être un yaourt avec ce qu'on appelle maintenant une allégation santé, permet de lutter contre l'ostéoporose ou que sais-je encore. On appelait ça, mais je crois que le terme est tombé en désuétude, les alicaments. Bah, là, je comparais nos alicaments d'il y a 15 ans avec la cosméto-food, simplement pour le coup, c'est l'inverse. C'est la cosméto qui tombe dans le domaine alimentaire. Pas de définition juridique ou scientifique, du coup pas de définition, pas de réglementation spécifique, j'aurais dû encadrer spécifique, ce qui ne veut pas dire pas de réglementation du tout. Le produit, comme son nom l'indique, est à la frontière du food et de la cosméto. Attention, je viendrai tout à l'heure, mais ça peut aussi un peu tomber dans le médicament, il y a encore des pièges à éviter à ce niveau-là. Du coup, quid de la nature, de la qualification de ce juridique de ce produit dit frontière? C'est là le mystère que je veux éclaircir avec vous aujourd'hui. Quelques définitions. 3 en l'occurrence, pour bien distinguer les choses. Un produit cosmétique, vous devez connaître la définition. Toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est le être mis en contact. C'est vraiment l'élément le plus important. Autre définition, la denrée alimentaire, qui est définie comme toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. De cette définition, vous l'aurez compris, c'est ce que j'ai souligné, le point, enfin la notion à garder à l'esprit, c'est le fait de l'ingestion ou le raisonnablement susceptible d'être ingéré. Pourquoi cette mention? Par exemple, le chewing-gum est considéré comme une denrée alimentaire, alors que vous n'êtes raisonnablement pas susceptible de l'ingérer, mais ça reste une denrée alimentaire. Dernière définition que j'ai jugé utile de vous mettre et de vous rappeler, c'est le médicament, qui est défini comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives. Alors pourquoi vous avoir ajouté cette troisième définition? Parce que le droit est toujours précautionneux, pour ne pas dire, comme on dit, careful et cautious, mais enfin en tout cas très, très frileux. Et lorsqu'il y a, le doute ne vous bénéficie pas. Donc quand il y a un doute entre la qualification de différents produits, on va, quand je dis on, les instances qui vous contrôlent, les autorités, qu'elles soient européennes ou nationales, vont systématiquement choisir la qualification qui leur semble la plus protectrice du consommateur. Donc ça peut très vite tomber dans le médicament, parce qu'on considère que le médicament, si vous êtes catégorisé ou qualifié de médicament et que vous n'avez pas les autorisations de mise sur le marché nécessaires, eh bien on vous retire ça très brutalement, très violemment, avec toutes les sanctions à l'appui, et c'est la meilleure façon, aux yeux des autorités, de protéger le consommateur. Donc quand les choses sont... Les produits frontières deviennent border, c'est le cas de le dire, la qualification peut très vite devenir la plus lourde. Mais c'est vraiment pour mémoire, on s'attachera aujourd'hui uniquement à la différence entre cosmétique, produits alimentaires et à la fusion des deux dans le cas de la nutri-cosmétique.
Alors, en l'absence de définition spécifique à la nutri-cosmétique, le seul repère juridique, c'est l'utilisation, enfin c'est l'usage, je voulais dire l'utilisation et non la finalité du produit. Parce que quand on est en cosméto-food, nutri-cosmétique, la finalité, on la connaît, c'est de la finalité cosméto, de la finalité beauté. Mais ce qui va compter, c'est non pas la finalité du produit pour le coup, mais l'usage ou l'utilisation. La différence entre j'ingère ou je badigeonne. Alors, badigeonner, c'est un peu péjoratif. J'applique, pardon. J'applique. C'est plus schématique, quoi. Je badigeonne, j'avale. Donc, la cosméto-food, pour résumer et pour croquer l'expression d'un point de vue juridique, c'est une denrée alimentaire dédiée à la beauté. Déjà là, vous avez quasi tout compris. On a notre classification juridique, notre définition, notre classification. De là vont pouvoir découler les différents régimes juridiques assez contraignants du règne alimentaire. Je vous ai mis un petit nota bene, mais je vais en parler, pour le risque de requalification en médicaments. Voilà, donc plus de surprise, on est cosméto-food, donc on est surtout food, mais dédié à la beauté. Donc quand on est surtout food, eh ben on est pleinement, pleinement food en termes de régime alimentaire, ce qui sous-entend que vous allez être pleinement aussi sujet à toutes les règles du cadre juridique général s'appliquant aux denrées alimentaires. Alors c'est un jargon auquel vous n'êtes sans doute pas familier, mais il y a un cadre général avec des prescriptions, des grands principes de traçabilité, de responsabilité, de sécurité alimentaire, de risque zéro, etc. etc. Et un autre règlement, aussi pour mémoire, que nous appelons le règlement INCO, c'est l'information sur les consommateurs, qui encadre en réalité beaucoup plus que le simple étiquetage, qui vise à encadrer tout votre langage commercial, donc tout ce que vous allez mettre en place, aussi bien sur le produit qu'en spot télé, en application, en que sais-je encore, pour promouvoir et vanter les mérites de votre cosméto-food. Encore un petit régime qui en général s'ajoute quand on parle de nutri-cosmétique, sont les règles applicables aux compléments alimentaires. Je ne vais pas dire systématiquement, mais je me permettrai de dire très souvent, ou en tout cas généralement, ou jusqu'à présent, la nutri-cosmétique emprunte la galénique, la galénique c'est la présentation, mais la galénique, l'étiquetage et les circuits de distribution des compléments alimentaires. Alors là, attention, il n'y a aucune méprise possible. Un complément alimentaire, comme son nom l'indique, c'est une denrée alimentaire. Simplement, vous ajoutez encore quelques règles supplémentaires, notamment de notification avant mise sur le marché ou d'information des États membres. Et le régime juridique des compléments alimentaires n'est que partiellement harmonisé au niveau européen, ce qui veut dire que malheureusement, pour ce type de produit, il risque d'y avoir également des écueils nationaux ou en tout cas des règles nationales qui peuvent s'ajouter. Mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Alors encore, mais je ne voudrais surtout pas vous décourager à placer sur le marché de la nutri-cosmétique, mais juste parce que je ne pouvais pas vous présenter le régime juridique de ce type de produit sans évoquer un autre écueil possible, c'est que vous êtes très innovant. Si vous faites de la nutri-cosmétique ou envisagez de le faire, c'est que vous avez envie de mettre en avant des super ingrédients aux super pouvoirs. Et souvent, les super ingrédients aux super pouvoirs que vous pouvez peut-être déjà utiliser en cosmétique pure, ne sont pas reconnus à une expression anglaise qui est très bien, mais qui n'est pas traduisible, qui est la notion de food grade. C'est-à-dire que c'est compatible, c'est validé comme étant alimentaire, mais c'est vrai que la traduction n'est pas bonne. Mais c'est vraiment de pouvoir dire, cet ingrédient qu'on utilise généralement en cosmétique, il est déjà reconnu comme étant certifié conforme à une utilisation alimentaire. C'est génial. Alors, on a une date butoir de référence qui est le 15 mai 1997. Donc, c'est l'autre siècle, comme on me dit souvent. Et c'est peu de le dire parce que c'est très rare que des ingrédients super innovants au super pouvoir aient déjà été employés avant 97 dans une alimentation traditionnelle, etc. Donc, c'est en Europe, oui. Merci Sophie. Donc si vous tombez pas de chance dans la catégorie donc du nutri-food complément alimentaire avec un super ingrédient ou super pouvoir, eh bien vous risquez de devoir passer par une super case qui s'appelle la case novel food, nouveaux ingrédients, parce qu'en Europe, dans le domaine alimentaire, vous n'avez pas le droit de placer sur le marché un ingrédient
qui serait qualifié de nouveau, donc comme n'ayant pas été consommé de manière habituelle en Europe avant 97, ce nouvel ingrédient doit passer par une autorisation européenne qui prend en moyenne 2 ans, avec une justification de la safety, donc de la sécurité de ce produit avant sa mise sur le marché. Et oui, il y a des petites surprises au fur et à mesure. Le chemin est pavé d'embûches. Alors ça s'arrêterait presque là, puisque là on vient de voir la première partie qui est, je dis souvent, le contenu et ensuite le contenant. Donc là c'est le statut légal des ingrédients et donc votre recette, votre super recette d'un cosméto-food nutri-cosmétique révolutionnaire. Évidemment, vous allez vouloir tout benoîtement rentabiliser tous ces efforts de recherche, de développement pour placer sur le marché quelque chose de sexy, d'attrayant, sur lequel les consommateurs et consommatrices vont se ruer. Et pour qu'elles se ruent sur ce nouveau produit, encore faut-il mettre en avant ses vertus. Et comment mettre en avant des vertus? Ça, c'est très très facile. C'est des publicités, des allégations, des macarons, tout ce que vous voulez, des explications sur vos sites internet, des applications dédiées. Enfin voilà, je ne vais pas vous apprendre comment promouvoir vos produits, vous le savez bien mieux que moi. Et là, à nouveau, un hic. Parce que dans le domaine alimentaire, j'aurais peut-être dû commencer par là, surtout la Commission européenne considère que c'est très très intime l'alimentaire, parce que vous ingérez quelque chose. C'est encore plus intime que de s'appliquer quelque chose. Donc dès lors qu'on ingère, il faut protéger et surprotéger ce consommateur qui va être tenté de surconsommer des produits que vous allez surmettre en avant par des allégations. Donc, la Commission a souhaité limiter l'emploi de ces allégations pour limiter justement ce côté attrayant pour le consommateur et qu'il n'en fasse pas une surconsommation pensant que toutes ces rides et tous les maux du monde vont disparaître grâce à votre produit. Et il y a une vraie, mais je ne plaisante qu'à moitié, il y a une vraie, la Commission est vraiment rétive à autoriser et à laisser sur le marché ou à laisser placer sur le marché des produits trop attrayants justement, mettant en avant trop de vertus si elles ne sont pas de manière certaine sous-tendues et étayées par des démonstrations scientifiques qui sont généralement assez dures à apporter. On vous en a mis parce qu'il n'y a pas que les compléments alimentaires, donc avec Charlotte on a choisi de la poudre, une eau et un shot, enfin une boisson, parce que la nutri-cosmétique emprunte toutes les formes. On est passé, on n'est plus aux petites gélules pour entretenir le bronzage. On est allé bien au-delà. Mais voilà le genre encore ce sont des promotions, je dirais, simples et des allégations toutes simples. Alors, le mais, il est là. C'est-à-dire que l'allégation, que ce soit au sens juridique ou au sens commun, c'est vraiment le fait de promouvoir, de mettre en avant un bénéfice, une vertu d'un produit ou d'un ingrédient. Il faut savoir qu'au niveau alimentaire, les allégations sont encadrées et elles sont encadrées selon leur nature, donc de manière plus ou moins ferme. Les pires, je dirais celles à éviter, ce sont celles qui sont qualifiées d'allégations de santé. Je reviens à mon propos d'il y a quelques minutes, la Commission européenne craint par-dessus tout ces allégations santé, ce qu'on appelait avant les alicaments, donc un aliment qui mettrait en avant une vertu par exemple, de réduction du risque de maladie, qui met vraiment en œuvre un lien de manière tout à fait active entre un ingrédient ou la denrée et un bénéfice santé. Donc ces allégations santé tombent dans le champ d'application d'un règlement qui date de 2006, mais qui est toujours de pleine application et qui donne des cheveux blancs, verts, jaunes à tous les opérateurs de la chaîne alimentaire. Pourquoi? Parce que ces allégations santé sont par principe interdites, c'est écrit en gros dans le règlement, sauf si elles sont autorisées. C'est assez tautologique, mais ça a son importance, c'est dire à quel point on ne les aime pas. Donc elles sont interdites, sauf si elles sont autorisées. Et la procédure d'autorisation peut prendre plusieurs années et très souvent refusée. Je n'aime pas les statistiques, mais si on dit que 8 sur 10 sont refusés, je crois que je ne serais pas très loin de la moyenne, surtout quand on entre sur le terrain, on pénètre sur le terrain d'allégations que je dirais plus sensibles, qui sont celles par rapport à perte de poids. Je ne parle même pas de la réduction du risque de maladie ou de la santé des enfants, etc. Alors là, c'est carrément presque mission impossible. Alors voilà, ça c'est le premier corpus d'allégations qui sont très tentantes en nutri-cosmétique, parce que la notion de beauté et de santé, on va le voir, sont quand même assez proches. Et d'ailleurs, la difficulté que nous rencontrons quand on traite des dossiers de nutri-cosmétique, c'est que justement, on n'a pas de définition dans nos règlements de la santé. Alors, je vous ai donné les définitions que j'avais du médicament, respectivement, d'un produit cosmétique et d'une denrée alimentaire. En revanche, nous n'avons pas de définition de la santé. Or, pour bien apprécier si
une de vos allégations, une de vos communications commerciales tombe ou ne tombe pas dans le champ d'application de ce règlement, encore faut-il pouvoir apprécier si on a affaire à une allégation de santé ou juste de beauté. Ce n'est pas pour minimiser l'impact de l'allégation beauté, mais disons pour la faire sortir du champ d'application. Si on peut considérer que les allégations que vous employez ne sont pas des allégations dites de santé, elles restent néanmoins encadrées, mais de manière plus générale, plus large, au titre d'allégation beauté, donc je dirais d'allégation générale, on pourrait enlever l'allégation beauté, c'est-à-dire votre communication commerciale va être passée à travers le tamis de ce règlement sur l'information du consommateur qui vise à éviter toute tromperie. Donc vous devez justifier avec les moyens dont vous disposez que ce que vous dites est fondé, n'est pas excessif, ne vise pas à parasiter, à tromper, à discriminer, à que sais-je encore, d'autres produits des concurrents ou simplement à mettre en avant des valeurs, des bénéfices dont votre produit en réalité ne dispose pas. Voilà, donc les deux types de cadres réglementaires, allégations santé, un règlement 1924-2006 extrêmement strict, les allégations plus générales de beauté, on va vous donner d'autres exemples, qui sont réglementées, mais au titre de la publicité non trompeuse. Je pense que c'est quelque chose de plus général et plus synthétique. Ça, je viens de vous le dire. L'allégation... Voilà, alors... C'est un petit peu redondant, mais simplement pour que vous ayez le bon wording. La définition d'une allégation, c'est tout message ou toute représentation non obligatoire en vertu de la législation européenne ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Allégation santé, ces caractéristiques particulières, en l'occurrence, c'est un lien entre la denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé. Donc, ce sont des définitions, on dit toujours qu'elles ont le mérite d'exister. Encore une fois, on aimerait que la santé soit définie. Ça nous faciliterait la chose en nutri-cosmétique. Je vous ai mis ces définitions pour ce lien avec la santé et la denrée alimentaire, mais aussi pour que vous voyez à quel point l'appréhension de la notion d'allégation est large. C'est-à-dire un code couleur, une image, un code graphique, etc. vont tomber dans le champ d'application de l'un ou l'autre des règlements. On a tendance à croire que l'allégation se réduit au slogan. J'ai bon nombre, et aussi Sophie, je pense, de clients qui font vraiment cet amalgame en disant non, mais ça va, on enlève ce slogan, mais il y a tout le reste sur le packaging ou dans l'environnement publicitaire qui va être jugé au regard de ce règlement sur les allégations. Un petit schéma pour changer, c'est pour vous montrer à quel point c'est difficile d'obtenir une allégation santé. Au cas où vous n'auriez pas compris, vous ne me croiriez pas sur parole. Le premier élément qui va être pris en considération par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, c'est la caractérisation de la denrée alimentaire. Évidemment, si vous mettez en avant un bénéfice santé d'un ingrédient en particulier, la première chose, c'est quand même que cet ingrédient figure en quantité suffisante pour l'effet démontré dans la denrée que vous voulez commercialiser. L'élément suivant, la pertinence de l'effet allégué sur la santé. Est-il bien défini? Constitue-t-il un effet physiologique bénéfique? Ça paraît évident quand on le lit, mais si vous avez un jour la curiosité... Je n'ai plus de batterie. 1, 2, 1, 2. Non, passe au suivant. Vous en avez beaucoup en réserve ou... Allô? Allô? Sinon, je peux parler fort, vous m'entendez comme ça ou... C'est possible. Hey, hey, hey. Alors, pertinence de l'effet allégué sur la santé, est-il bien défini? Constitue-t-il un effet physiologique bénéfique? Oui, parce qu'on ne pouvait pas mettre en avant des effets non bénéfiques. Alors, ça paraît évident, mais on a plein de dossiers de dépôt qui sont un petit peu bizarroïdes. Et le point, alors là, le chose trappe, c'est la pertinence des preuves scientifiques. Quand je vous disais que 8 dossiers sur 10 sont malheureusement retoqués, c'est presque toujours sur le troisième argument qui est la pertinence des preuves scientifiques. L'Agence de sécurité alimentaire européenne dit OK. Test, test. Test. OK, effectivement, il est coûteux, le calcium, mais bon pour les os. Très bien. Test, test. Avec la quantité mis en œuvre, Hey. la façon dont vous le processez et les panels que vous m'aviez apportés, enfin les résultats des panels que vous m'avez apportés au soutien de cette démonstration, ne me convainquent pas qu'il y a un véritable lien de cause à effet entre l'effet bénéfique supposé et l'effet bénéfique réel, en l'occurrence en l'espèce de votre ingrédient dans cette denrée alimentaire
façon-là et dans cette composition. C'est une approche extrêmement limitée qui fait que le résultat statistiquement est 1, 2. Ah bah voilà, je suis de retour. Donc l'écueil est toujours au niveau de généralement au niveau de la pertinence des preuves scientifiques. Alors, quelques illustrations des allégations santé trouvées par Charlotte. Le nobiol, classique. La perte de poids renforcée, capte les graisses, les sucres, effet satiétant, effet probiotique. J'espère qu'il n'y a personne de nobiol dans la salle. Il y en a qui sont vraiment limite. Là, on est vraiment dans tout ce que le règlement n'aime pas trop. Mais bon, je ne sais pas si c'est encore sur le marché cette façon-là. Mais enfin, voilà. Ça, je dirais que c'est vraiment typiquement un nutri-cosmétique. On est dans des allégations santé. Il y a tout un tas d'aliments, des soupes, des choses de la regular food, comme on dit, des aliments, une alimentation plus régulière qui va utiliser ces allégations santé. Sans gluten, oui, il y a de tout là. Et non, ça fonctionne de nouveau plus. Hein. Ah si. Et là, on le retrouve sous forme de complément alimentaire par une société qui est généralement plus familière de la cosmétique et de la santé que de l'alimentaire. Idem pour le miraculeux digestion sans sucre, facile à digestion et un bon transit intestinal. Ferment lactique et plantes, on est sur du probiotique qui, en principe, jusqu'à présent n'a pas été autorisé. Enfin, il y a plein de choses qui sont border pour un produit border. Je disais border pour un produit frontière. Le Slim Success, de toute façon, le Slim, on ne peut plus utiliser comme nom de marque, au même nom de fantaisie. Les antifringales, les coupes fins, tout ce qui est très, je pense, vendeur attrayant en complément alimentaire, donc pour complémenter ce régime alimentaire et qui vise notamment la perte de poids ou la satiété. Le pendant de ça et le piège, c'est qu'on est dans les compléments alimentaires, on est dans le régime donc, de l'aliment, et que dans le régime de l'aliment, les règles du droit alimentaire sont ainsi faites que toutes ces allégations, on ne les aime pas du tout. On n'aime pas justement qu'on promette au consommateur qu'il va mincir ou avoir moins faim en mangeant. C'est un paradoxe que la Commission européenne ne supporte pas. Donc toutes ces allégations sont extrêmement limitées dans leur utilisation. Je vous ai donné avec Charlotte quelques allégations de santé autorisées pour que vous voyez que c'est pas très glamour. Alors le cuivre contribue au maintien d'ongles normaux parce que j'ai essayé justement de trouver, comme la santé n'est pas définie et que la beauté c'est de la santé, de beaux cheveux c'est de la beauté mais c'est de la santé. Donc vous avez une petite zone commune clairement entre la beauté et la santé. Et cette zone commune, elle est presque résumée à ces allégations. Donc on tourne autour de les cheveux, les ongles, un peu la peau, mais ça reste assez médical, la pigmentation, la peau dite normale. Mais je parle sous votre contrôle, ce ne sont, à mon sens, pas des allégations qu'on retrouve qui sont cosmétiquement attrayantes. On est habitué en cosmétique à avoir un langage différent. Plus glamour, je trouve, le langage cosmétique. Et on ne trouve pas de glamour dans le règlement 1924-2006. Et petite précision, vous ne pouvez pas changer le wording des appellations, des allégations. Donc c'est comme ça et vous devez l'appliquer comme ça sur votre emballage. Alors voilà d'autres allégations qui n'ont pas été autorisées. Quand on a essayé de... Et encore, je trouve que ce n'était pas non plus complètement divagant, mais améliorer la résistance des ongles, là on trouvait déjà que c'était une promesse trop importante, que ce n'était pas démontré. Stimuler l'activité intellectuelle, renforcer la mémoire, la fonction cérébrale, vous voyez, tout ce qui touche, tout ce qui a toujours l'amincissement, donc ça on déteste. L'élasticité, la résistance, tout l'emploi de verbes qui sont trop actifs, en général, sont refusés. Parce que l'Agence de sécurité alimentaire européenne estime que la preuve scientifique n'est pas suffisamment établie. Avant, c'était le passif, tout ce qui est maintien de apparence normale, et dès que ça devient un petit peu ça actif ou un step de plus, c'est fini. Et tout ce qui est trop subjectif, on n'aime pas non plus le volume des rides, ça veut dire quoi ? Ça manque d'objectivité. Voilà, donc vous avez ces deux slides de comparaison entre ce qui est accepté dans la santé considérée comme de la beauté ou de la beauté considérée comme de la santé, et celles, après il y en a foison, j'aurais pu passer la journée à vous les égrener, sur celles qui ont été refusées. Je finirai le paragraphe santé par quelques pièges. Encore, vous me direz, je ne fais que ça depuis le début de la présentation.
Je vous dis attention aux allégations fourre-tout. Ce que j'appelle les allégations fourre-tout, ce sont aussi beaucoup d'allégations qu'on trouve sur les compléments alimentaires en nutri-cosmétiques. C'est le bien-être, la vitalité, la santé, la patate, quoi. C'est ce qui veut tout dire et rien dire, avec des grands smileys, du soleil et de l'énergie. Ça, c'est de la santé. Donc c'est régulé par le règlement 1924-2006, mais non content de tout réglementer et tout encadrer, ce règlement interdit des allégations générales ou génériques. Les effets génériques ou les effets bénéfiques génériques sont certes autorisés, mais à la seule condition qu'ils soient accompagnés d'une allégation spécifique. Donc si vous avez, de par la composition de votre complément alimentaire, par exemple, droit à une allégation sur le transit, vous pourrez mettre ça, mieux vous réveiller le matin, et en dessous, facilite le transit. Alors, ça dépend ce que vous voulez mettre sur le marché. Parfois, pas tout à fait vendeur, surtout dans nos pays. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est vraiment de la plus haute importance, l'interdiction des allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids. Ou à celles faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste cosmétique, mais je suis une lectrice et j'ai parfois l'impression que la publicité en cosmétique a une approche différente. Vous avez plus d'avis de professionnels, il y a, comme je vous dis, une approche plus glamour. Tout ça, c'est interdit dans le domaine alimentaire. On ne veut pas pousser le consommateur à la consommation en s'accordant des crédits. Et il n'est même pas question de dire que c'est un faux médecin ou un faux professionnel de la santé, quand bien même vous auriez tous ces certificats et ces diplômes. C'est le fait même de s'appuyer, de faire référence à ces avis pour convaincre le consommateur de consommer votre complément alimentaire. Nota bene, il y a une subtile différence entre les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids, de celles qui font référence à l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire. Différences subtiles mais néanmoins importantes, elles sont plus statiques, je dirais. C'est un état de fait. Ça peut faciliter l'amaigrissement, mais il n'y a pas de mètre ruban qui vous garantit des centimètres ou de régime minceur qui s'étale sur quelques semaines avec des promesses. Il n'y a pas de notion de promesse dans le domaine alimentaire. Donc si ce sont des choses beaucoup plus objectives qui visent un amaigrissement, mais au consommateur à décider de sa fréquence et de la rapidité de son amaigrissement ou de sa propre sensation de satiété, très bien. Je vous dirais que quand bien même elles sont supposées pouvoir être autorisées, elles le sont très difficilement. Mais en tout cas, elles ne sont pas strictement interdites comme le sont celles faisant référence au rythme et à l'importance de la perte de poids. Alors, dernier corpus, c'est quand vous avez passé tous ces écueils, vous dites, bon, alors finalement, je laisse tomber les allégations beauté-santé, c'est trop compliqué. Je vais faire juste beauté un peu générale. Oui, mais attention, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment soumettre ces allégations à des spécialistes qui vont vous dire vos allégations, ou plus généralement votre langage commercial et marketing, tombe ou ne tombe pas dans le champ d'application du règlement allégation de santé. Ce n'est pas vous qui décidez. Parce que si votre allégation tombe dans le champ d'application, elle doit être autorisée. Et si elle n'est pas autorisée, elle est donc interdite, ça paraît logique, c'est-à-dire que votre produit va être retiré du marché. Vous êtes sous le contrôle de la DGCCRF, qui veut dire ce produit est mal étiqueté, il est donc dangereux pour le consommateur, il est dangereux pour son information, il met en danger sa santé, vous retirez du marché vos produits. Si votre allégation, parce qu'il y a quand même encore plein de possibilités, votre allégation relève, heureusement, du domaine plus général de la publicité non trompeuse. Vous êtes à ce moment-là dans le champ d'application du règlement que je citais en début d'introduction, qui est le règlement INCO 1169-2011, qui lui vise plus généralement tout l'étiquetage, l'information sur toutes les denrées alimentaires, emballées, pré-emballées, enfin c'est un règlement tout à fait fourre-tout sur l'information du consommateur. Mais ce règlement est à ce point fourre-tout que lui aussi encadre toute publicité et toute information fournie au consommateur, et il encadre avec une formule très générale, un fameux article 7 que nous n'arrêtons pas de citer. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée, et notamment sur les qualités de cette denrée, en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu'elle ne possède pas. C'est une formule à ce point générale que la DGCCRF, sur cette base, peut également vous faire retirer vos produits et vous condamner à des sanctions que nous allons voir, puisque c'était le final, le feu d'artifice,
parce que vous trompez le consommateur. Donc on revient à cette même mécanique de contrôle qui considère que l'alimentaire, encore une fois, on ingère, c'est sensible. Le consommateur est une victime. Il est, même le consommateur moyennement avisé, raisonnablement informé, etc., tel qu'on le décrit dans les décisions de justice, ce pauvre consommateur n'est rien entre les mains de l'industrie alimentaire ou cosmétique ou pharmaceutique, et il faut absolument le protéger. L'idéal, enfin le monde idéal pour les instances de contrôle, ce serait des paquets blancs et vous mettez tout au plus la denrée, mais encore sous son nom scientifique, et voilà. L'article 37, bon, ça ce n'est pas important. Alors, je vous disais les sanctions. Là, on a commencé évidemment par la plus lourde, la pratique commerciale trompeuse. Alors là, ça vise l'ensemble de votre publicité. C'est généralement le cas quand vous avez des spots télé, quand il y a vraiment une campagne générale. Ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende, parce que quand même ça fait mal, et un emprisonnement jusqu'à 2 ans pour la personne responsable, puisqu'on parle d'un délit. Mais encore une fois, tout ça est modulable et ça concerne les campagnes et les infractions les délits de puisée trompeuse les plus importantes. Dans un domaine plus commun, qui est la vie quotidienne des entreprises de l'alimentaire, la non-conformité d'un étiquetage, généralement, c'est une contravention. Alors on se dit, ouf, une contravention, c'est comme un excès de vitesse, c'est pas trop grave. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h, ce n'est pas trop grave. Moi, en général, je fais, vous réjouissez quand même pas trop, parce que du coup, la contravention, elle est par produit mis sur le marché. Et elle peut aller gentiment jusqu'à 1 500 € par produit mis sur le marché. Donc j'ai déjà des clients qui ont littéralement collapsé dans notre bureau quand on leur a, avec une petite calculatrice, dit que ça leur revenait à 188 millions pour, je ne sais plus, une tapenade, un truc, voilà. Ça réveille. Alors, bien sûr, tout cela est négociable, on sait avec la DGCCRF, donc bras de fer, discussion, négociation, transaction, et puis on peut attaquer devant un tribunal la décision si jamais la DGCCRF ne se plie pas ou ne veut pas transiger. Mais néanmoins, gardez-le à l'esprit, contravention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Et si pas contravention, mais ça c'est la DGCCRF qui décide, si vous êtes dans une infraction, dans une contravention de non-conformité, ou si vous êtes dans un délit, bien c'est un délit, c'est mieux, même si c'est un délit. Alors il y a évidemment des peines de prison qui peuvent être accessoires, mais pour votre première faute, c'est en général assez rare. Mais c'est surtout l'intérêt que la peine est une seule sanction pour l'ensemble de vos produits de 3 000 €. Il n'y a pas à hésiter, je dirais. Mais bon, voilà, c'est plus moral. C'est une question de principe. D'être condamné à une contravention, c'est mieux, alors que le délit en plus figure dans le casier judiciaire. Voilà, je vous l'avais dit, on termine par des choses moins agréables. Donc en résumé, nutri-cosmétique ou cosméto-food, ça reste du food. C'est le mot food qui l'emporte. Donc toutes les règles alimentaires s'appliquent, avec un domaine qui n'est pas familier à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie cosmétique, que je commence à retrouver dans ma base de clients, parce que le carrefour ou le point de jonction de cela, ce sont généralement les compléments alimentaires, qui typiquement sont souvent de la cosméto-food, de la nutri-cosmétique, mais qui sont du food. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on avait... Oui, merci beaucoup.